Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de watch. Le Garage, c'est donc chaque mardi à midi pour la première diff, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Garage TV. Vous pouvez constater que pour ce nouveau numéro, mon compère Driss Abdi n'est pas à mes côtés, mais bientôt au volant de la nouvelle Alpine, on en reparlera dans l'émission très prochainement. Driss, donc on le retrouvera probablement d'ici une quinzaine de jours. Alors à l'essai cette semaine, deux prétendantes au titre de voiture de l'année 2018, à commencer par la Kia Stinger, la proposition inattendue de Kia qui investit le domaine des grands coupés, 5 portes comme on dit, et puis nous retournerons au volant de la nouvelle Seat Ibiza qui s'est frottée à sa concurrence sur les routes de Corse. Avec moi pour vous accompagner en plateau, monsieur Nicolas Edes. Salut Nico. Salut Alex. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Ce grand froid hivernal. Ce grand froid hivernal. Ouais. On va aller sur des routes ensoleillées, ça va nous changer un peu. Et puis on le retrouvera d'ici quelques instants, l'ami Michel Holt, qui sera chez lui dans son château Tourangeau. Voilà, pour ce qui est du sommaire et des présentations, à tout de suite. Ton micro est pas ouvert. Super. Après sa révélation l'an passé, la Kia Stinger prend enfin la route. Cette grande berline aux allures de coupé marque une rupture de classe dans la gamme Kia. Alors qu'il jouait jusqu'à maintenant contre les généralistes, le constructeur coréen ne doute en effet pas de s'attaquer ni plus ni moins aux marques premium. Nous avons été convaincus, on regarde. Philippe, on essaye la Kia Stinger. Ouais. C'est une grande berline façon coupé, une première chez Kia et surtout une première avec la motorisation qu'on a sous le capot aujourd'hui, un V6 3.3 de 370 chevaux. Ouais. On va commencer par parler du look de cette voiture. Elle a un petit côté italien dans son design, hein. L'arrière ressemble beaucoup à celui d'une Maserati Ghibli. Sur l'avant, elle serait un peu plus germanique, mais enfin voilà, elle n'a pas un design coréen au sens où nous on comprendrait le mot coréen à coller au mot design. C'est vraiment quelque chose de très européen finalement. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Et puis il faut voir aussi que la marque Kia, elle s'est appuyée sur un designer. Je connais Peter Schreier. Peter Schreier, mais c'est sa nationalité. Il est allemand, ouais. Allemand, tout à fait. Et donc je crois aussi que c'est une équipe de designers français qui a travaillé sur la voiture aussi, je crois. Et donc ils puisent les inspirations là où elles sont le plus sophistiquées, entre guillemets. Il se trouve que c'est en Europe au point de vue design. Et ouais. Ils ont su choisir les bonnes personnes pour réaliser franchement une voiture qui... Alors elle est aussi étonnante à un autre titre, cette voiture, c'est qu'elle arrive sur un marché qui n'est pas le marché quand même le plus porteur du moment, en tout cas en Europe. C'est le marché donc de ces grands coupés dans lequel on va retrouver une Audi A5 Sportback, on va retrouver éventuellement une BMW série 4 grand coupé, on va retrouver la nouvelle Volkswagen Arteon. Voilà, donc c'est quasiment un segment de niche et pourtant c'est un segment essentiel puisque c'est un segment sur lequel un constructeur comme Kia va faire de l'image. Effectivement, ça, en termes d'image, c'est absolument extraordinaire parce que voilà, ça se positionne tout de suite dans la catégorie des voitures haut de gamme alors que Kia est un constructeur généraliste et bien entendu ça va tirer vers le haut l'image et l'ensemble de la gamme. Je suis assez étonné, mais au sens positif du terme, par cet intérieur qui est pour le coup en qualité perçue bien au-delà de ce qu'avait fait Kia jusqu'à maintenant. On n'est pas encore au niveau d'une Audi, mais bon, on est quand même dans quelque chose qui se perçoit de façon très qualitative. Bon, c'est complet en termes d'équipement, on va pas faire le sujet dessus parce qu'il y a tout dans la voiture. C'est simple, il n'y a pas d'option, la seule option qui sera disponible sur le marché français, c'est la peinture. Vous choisissez la peinture, c'est tout. Le reste, c'est complet. Sur cette version V6 qu'on essaye, cette version GT, il y a tout, du toit ouvrant jusqu'au siège ventilé, chauffant, il y a tout. Voilà, cherchez pas, il y a tout. Par l'occurrence, pas de toit ouvrant. Ça, c'est alors c'est une version internationale qui n'a pas le toit ouvrant, mais sur la version française, il y aura un joli toit ouvrant. Voilà.
Non, il y a tout sauf les sièges massants, c'est peut-être la seule chose qui va rester à une Audi A5 Sportback. Moi, je voudrais ton ressenti au volant. Parce que c'est là qu'on attend une voiture au look sportif avec un V6 de 370 chevaux. C'est qu'est-ce qu'elle a sous le capot, qu'est-ce qu'elle a au volant, cette voiture, Philippe? Alors, sous le capot, c'est paradoxal, c'est-à-dire que ça pousse excessivement fort. Évidemment, les chevaux sont là. Alors déjà, mais... c'est une 4 roues motrices avec une priorité à la propulsion. Tout à fait. Et donc, surtout, là, on la conduit évidemment comme il se doit, c'est-à-dire en version avec le mode Sport Plus et le SP-Off. Et ce qui est facilité effectivement par la transmission intégrale, hein, c'est clair. Et donc au niveau de la motorisation, on ressent clairement la puissance, mais on la ressent de façon linéaire. Ça donne pas des à-coups, mais on sent que ça monte régulièrement et effectivement très rapidement. Au niveau de la boîte de vitesse, pareil, en montée, c'est extrêmement rapide, il n'y a pas d'à-coups. On peut le contrôler soit avec les palettes, soit automatiquement, ça se passe tout à fait bien. Au niveau du rétrogradage, bon, c'est pas aussi précis qu'on pourrait l'attendre sur une boîte, sur une voiture aussi sportive que celle-ci, parce qu'elle est quand même sportive. Ensuite, au niveau comportement, il faut savoir qu'elle est quand même assez lourde, c'est-à-dire qu'elle fait 1800 kg. Ouais, 1800 un peu plus, ouais. Mais c'est le poids sur ce segment. Hein. Oui, tout à fait. Donc, mais disons que pour une voiture sportive, hein, même s'il y a 4 roues motrices, on a quand même l'inertie. Et une fois qu'on a compris comment fonctionner, comment maîtriser cette inertie un petit peu particulière pour une sportive, ça se passe, c'est une voiture de sport, hein, clairement. Alors, on va parler de la question qui fâche ou qui ne fâche pas, c'est-à-dire le prix. On est sur une étiquette de 60 000 €, 59 990, à laquelle il faut rajouter 10 000 € de malus, malus écologique chez nous. Ouais. Malgré ça, malgré ce malus, ça reste probablement donc le coupé sportif, enfin le coupé 5 portes sportif, le plus accessible et le plus avantageux du marché en termes de prix. Il n'y a que la Volkswagen Arteon qui va être positionnée un petit peu moins cher, mais qui n'a pas de V6. Qui est beaucoup moins puissante, qui fait 290 chevaux, mais qui est un petit peu sur cette philosophie avec un joli dessin façon coupé. Est-ce que tu l'achètes? Alors, est-ce que je l'achète? Moi, franchement, par rapport aux prestations dynamiques, par rapport à la puissance, par rapport au niveau de finition qui est comme tu l'as précisé, excellent, effectivement, et par rapport à la différence de prix par rapport à la concurrence, c'est sûr que c'est super intéressant. Moi aussi, je l'achète parce que je trouve beaucoup de qualité à cette voiture. Et la première, c'est d'oser. Voilà. Oser là où peu de constructeurs osent finalement en ce moment, et de la part d'un généraliste, sortir un coupé 5 portes V6 sur le marché français, et je dis oui, voilà. Ouais, bravo, moi aussi, je suis d'accord. Voilà pour ce cas Stinger. Apparemment, on a un petit problème de bande passante pour Jean-Michel. On va continuer à essayer. En attendant, Nico, tu n'as pas essayé ce Stinger, mais non. Qu'est-ce que tu en penses déjà sur cette proposition? Visuellement, c'est original. Après, quand on s'appelle... pour un constructeur comme ça, c'est difficile d'arriver avec un véhicule premium déjà, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. On est sur de l'accès premium, on a l'Arteon en face, on a quand même pas mal de monde, mais on est... Bon, à la limite, je crois que la seule, c'est peut-être l'Arteon, parce que si on part sur une Audi ou une BM, là, on n'est plus sur les mêmes tarifs. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs. En Presta, il faut voir. Je suis pas rentré dedans. J'ai pas le feeling non plus au volant, mais a priori, d'après tous nos confrères, c'est plutôt un super produit. Ça c'en est même étonnant parce que effectivement, on n'attendait pas du tout Kia sur ce registre-là. L'Arteon en face, elle est assez convaincante, mais elle va se retrouver avec un défaut pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de un petit peu musclé, c'est que l'Arteon n'a pas de V6. Non. Donc sur sa proposition supérieure, l'Arteon va avoir un petit déficit de quelque chose comme 70 chevaux par rapport à cette Stinger. Et puis il faut être honnête, je suis d'accord, et puis même sur les moteurs, avoir un V6, alors même si on dit que ça envoie du CO2, etc., à rouler, pour faire même chez Mercedes aujourd'hui, si on prend même les classes C, on n'a pas de V6 en diesel par exemple, et je connais plein de gens par exemple qui veulent pas aller sur du diesel parce que c'est du 4 cylindres et qu'ils avaient un V6 avant, et que le V6 ça ronronne plus, c'est plus agréable, et c'est le cas chez Kia sur cette voiture en l'occurrence. On va peut-être paraître pour des rétrogrades pour tous ceux qui fait un peu, qui misent sur effectivement l'électrique, l'absence de bruit, etc. Mais allez, en vieux con, on va dire. Complètement.
Le moteur V6, ça reste quand même quelque chose de vraiment agréable, de couple. Il y a un petit côté prestige aussi, et puis voilà. À la limite, moi, ce que je dis toujours par rapport à un V6, c'est que quand on a un 4 cylindres, même avec des turbos dans tous les sens, quand on le sollicite, on a tendance à consommer peut-être un peu plus qu'avec un V6 qui offre du couple de la barre régime et qui offre plus de puissance et plus de réserve. Et on sera moins dans les tours à vitesse stabilisée. Donc à la limite, en conso, ça se retrouve peut-être. Ça peut se retrouver. Bon, alors c'est vrai qu'avec Philippe Martinez, si vous suivez un peu l'émission, vous le connaissez. Philippe Martinez, il a le pied droit un petit peu lourd. Donc on consomme peut-être un peu plus avec un Martinez au volant. Puis il n'a pas besoin de ESP, lui, ça va. Voilà, il maîtrise tout seul, c'est un ESP à lui tout seul. Il n'a besoin de rien. Voilà. C'est vrai qu'on peut dépasser allègrement les 15 litres. Voilà. Moi, personnellement, sur cette voiture, en consommation, on va dire, en conduite à peu près raisonnable, j'ai fait entre 14 et 15 litres, ce qui est pas complètement énorme s'agissant des performances de la voiture. J'ai pas non plus roulé à l'économie, voilà. Donc je pense qu'on peut descendre, aller à 12-13 litres, ça reste beaucoup. Ce qui reste pas mal aujourd'hui, hein, quand même. Mais ça, faut voir aussi que c'est une grande voiture, c'est pas une petite voiture. Et en ce sens-là, elle est plutôt convaincante. Elle concourt au titre de voiture de l'année. On va en parler dans quelques instants. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est que on va parler d'une petite citadine, ou plutôt en reparler, puisqu'il s'agit de la Seat Ibiza. Alors voilà, lancée il y a quelques mois, la citadine espagnole affronte la rude concurrence des stars du marché, que sont chez nous Clio 208 ou même C3. Nico, tu allais essayer avec Driss te prêter au jeu de la comparaison. C'est bien, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors, avant de les confronter au volant, je propose qu'on commence par comparer les styles. C'est parti. Alors Nico, on est ici à Calvi, en Corse, pour essayer cette nouvelle Seat Ibiza et d'autres choses également. Oui, parce que Seat se compare. Ça, c'est très important. Il faut savoir qu'on a aussi les concurrentes de la nouvelle génération d'Ibiza. On a le leader du marché qui est la Clio phase 2, quand même, Clio 4 phase 2, et la Citroën C3. La dernière en date, on va dire, chez les Françaises, la C3. Il en manque d'autres. Il en manque d'autres. On avait aussi une 208, on avait aussi la nouvelle Micra de chez Nissan. Enfin, bref, je trouve que Seat ose se comparer. Alors déjà en termes de design, justement, comparons le design. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Driss ? Bah écoute, le design est beaucoup plus dynamique, hein, des 3-4 voitures qu'on a pu essayer, c'est vraiment le plus sportif, même si la Clio 4 reste quand même un best-seller en la matière, elle est très réussie également. Moi je suis plus, j'aime bien la C3 pour son côté original et son côté un peu fun. Maintenant, il faut reconnaître que l'Ibiza, c'est une mini-Léon, en quelque sorte. Elle a un coup de crayon assez anguleux, assez sympa, elle s'est vachement dynamisée, non ? Une Léon qui était déjà... Exactement, très dynamique, très sportif dans son look. Moi j'aime beaucoup les flancs de la voiture avec cette ligne qui va de l'avant jusqu'au feu arrière. Tu as la calandre également qui est très réussie avec... Les full LED, ça c'est assez sympa, on a une jolie signature visuelle. Je trouve que ça marche plutôt bien. Alors bien sûr c'est le cas de beaucoup de véhicules chez Volkswagen, mais je trouve que là on a quelque chose de vraiment différenciant. Et puis même elle a bien évolué finalement cette Ibiza. Ce qu'il y a d'important à dire quand même, c'est que c'est vrai que là on est en train de voir une version FR, mais même les versions de base bénéficient de cette ligne très dynamique. Donc ça reste quelque chose de très valorisant même si tu prends le modèle d'entrée de gamme. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur peut-être. Allez go. Allez, on passe à l'intérieur de l'Ibiza, Driss. Et ben l'intérieur qui est en harmonie avec l'extérieur, avec une fois encore ses arrêts très droits, ses angles droits, c'est très moderne comme présentation. Ça ressemble beaucoup à l'extérieur, au niveau en termes de, quand on regarde vraiment les détails, on a vraiment le coup de crayon très anguleux qu'on peut avoir sur le style extérieur de la voiture. On reprend, pour certaines, on pourra reprendre notamment la baguette du milieu de la planche de bord couleur carrosserie, ce qui n'est pas le cas ici puisque on a une voiture rouge de l'extérieur. Il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est tout ce qui est info divertissement. Je trouve que c'est bien travaillé, non ? C'est très très bien fait, tu as les commandes au volant et puis surtout tu as cet écran tactile avec aussi des petits boutons capacitifs sur les côtés. C'est super intuitif, c'est vraiment facile à utiliser. Et puis pour celui qui a le dernier gadget à la mode, tu mets ton téléphone ici et il se recharge sans fil. Écoute, moi je trouve ça bien sympa. Tu as tout ce dont tu as besoin vraiment. Et encore une fois, tu peux garder les mains sur le volant et tu accèdes à tout. Il y a un deuxième petit écran entre les deux contours qui, lui, peut aussi t'afficher les informations liées à la conduite ou les informations du GPS. C'est vraiment très bien fichu, ça fonctionne et c'est très efficace. Voilà, Driss dit que c'est très efficace. Il est convaincu par l'intérieur. Alors, puisqu'on en était au style... Alors, je suis pas
je suis pas émerveillé par le style de la nouvelle Ibiza, que je sois clair, mais c'est efficace. Voilà, c'est assez classique. C'est une mini Léon, elle est assez anguleuse, je trouve, c'est sympa. Elle manque peut-être un peu d'originalité par rapport au côté pétillant qu'a toujours pu être la marque Seat. Je trouve que ça s'agisse un petit peu dans le style extérieur par rapport à d'autres. Ça s'uniformise, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Comme tu dis, elle ressemble beaucoup à une Léon, qui ressemble également à tous les SUV. Enfin, il y a donc l'ATK et puis la Rona qui arrive. C'est vrai que tout ça s'uniformise vraiment. C'est la méthodologie. Ça tend à devenir un peu plus classique chez Seat, même si on garde un côté très anguleux, sportif et tout. Voilà, ça manque un petit peu de pêche en termes de design. Par contre, ça reste, c'est justement peut-être c'est peut-être un peu la recette Toyota de se dire, finalement, on va faire une voiture qui va plaire à un maximum de personnes, qui passe bien partout et qui passe bien de toute façon. C'est-à-dire qu'elle elle est quand même sympa. Il y a toujours une signature visuelle avec les LED à l'avant qui sont sympas. Enfin. Elle est pas moche non plus, que les choses soient claires. Je suis pas en train de dire ça, mais par rapport à une Clio qui plaît beaucoup parce qu'elle a un côté sportif, par rapport à une C3 qui a un côté très fun, et même une 208 aussi. Enfin voilà, si on la compare en française, je trouve qu'elle est un petit peu, peut-être en retrait en termes d'originalité. Surtout ça. Quoi. Ouais. Voilà. Avant de passer à son volant dans quelques secondes, elle concourt quand même au titre de voiture de l'année. Oui. Alors. Le style n'a pas toujours été un critère déterminant, donc il n'empêche qu'elle a quand même quelque chose. Elle va se retrouver finalement surtout face à la C3 Aircross, on va dire dans sa catégorie des petites, parce que les autres finalistes, on va les découvrir tout à l'heure, sont des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup série plus prestigieuses, 5, il y a des trucs rien à voir, c'est fou. Ça serait la première fois que Seat serait titré si... Je pense que ça mérite. Alors on l'a pas tout vu dans le sujet encore, mais à mon sens, je trouve qu'elle est vraiment bien intégrée dans le marché, cette voiture. Voilà, et ça on va le voir. On l'a pas encore essayé, on l'a pas encore tout comparé dans le sujet. Je trouve qu'elle est bien pensée. Là on parlait de l'intérieur avec Driss. Je trouve que c'est très bien fabriqué. On a quand même une fabrication made in VV, faut oublier. Ouais. C'est nickel. Il y a aucun bruit parasite. Bon, la voiture est neuve évidemment, mais on le sait, chez certains, même quand c'est neuf, ça a tendance à faire des petits tic-tic, des petites choses. Là, c'est propre, l'assemblage est parfait. Je trouve que l'ergonomie est bien pensée. L'écran qui est récupéré du groupe est vraiment très très bien aussi. L'infodivertissement est nickel. Enfin, je trouve que dans l'ensemble, on a quelque chose de... Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est impeccable. C'est irréprochable, comme disait un certain Carlos Ghosn à propos de ses Renault et d'époque. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe au volant de cette Ibiza, toujours sur les routes corses. On est maintenant à bord de cette nouvelle Seat Ibiza sur les routes de Calvi. Hier, on a pu essayer les autres modèles. Alors, quelles sont tes impressions? Je crois que tu as essayé la 208. Alors, j'ai essayé la 208. Je suis assez étonné parce que la 208, dans le sens où la 208, jusqu'ici, c'est un petit peu une référence en termes de confort et d'agrément, de toucher de route. On avait quelque chose de très efficace. Et là, je l'ai trouvé sur les petites routes, cette 208, juste après avoir essayé l'Ibiza, justement, la nouvelle Ibiza. Je trouvais qu'elle prenait pas mal de roulis. Alors, elle tient très bien, bien sûr. Mais elle prend pas mal de roulis. Je la trouve confortable, toujours. Mais voilà, pas si efficace que ça. Surtout après avoir essayé cette Ibiza. Et c'est justement l'objet de notre essai, c'est que finalement, cette nouvelle Ibiza, je trouve que c'est un compromis assez extraordinaire. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, moi j'ai pas pu l'essayer, ceci dit j'ai pu essayer une Clio et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis que la proposition de Seat est particulièrement intéressante, surtout qu'on a essayé des modèles dans la même gamme de prix. Ouais, complètement, c'est ça, c'est plutôt des milieux de gamme, milieu on va dire, et là je pense que Seat s'est plutôt bien débrouillé. Alors en termes de motorisation, pareil, on avait des 3 cylindres sur les autres, chez les concurrents, et je suis assez étonné de ce moteur 115 chevaux qu'on a chez Seat. Alors clairement c'est le moteur à recommander, 115 chevaux, il est impressionnant, surtout qu'ici en Corse, c'est pas forcément
les routes les plus faciles, et pour autant il est très vaillant ce moteur. Je pensais que ce serait, franchement, je pensais qu'on s'ennuierait sur ces petites routes avec un moteur 115 chevaux. Ça n'a pas été du tout le cas. On était tenté d'aller vers le 150 chevaux, hein, et finalement on est resté sage. Complètement, parce qu'il y a le 1.4 litre, effectivement TSI 150, qui a un très bon moteur, c'est un 4 cylindres, et en retombant sur un 3 cylindres en 115 chevaux, on a vraiment pas mal de couples. C'est hyper, je trouve que c'est hyper vif. Ça marche très très bien, ça fait un petit son rigolo en plus, c'est marrant. Et moi je suis vraiment très surpris. Et la consommation, est-ce que tu as regardé? Parce que moi j'y ai... Alors, je pense qu'il faut pas regarder, parce que là, autant être clair, on était sur des routes corse. Ça va falloir vérifier, hein, parce qu'on a roulé quand même assez vite. J'ai vérifié, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que moi j'ai préféré pas vérifier. Écoute, on a quand même, comme tu disais, des routes très difficiles de Corse, avec des côtes, beaucoup de virages, etc. Et puis on a mis du rythme. Hein, on avait du rythme, on était très soutenus. Et figure-toi qu'on a fait en moyenne environ 9 litres au 100. Ouais, alors, ok, pour un 3 cylindres ça peut paraître un peu beaucoup, soit, mais ce contenu du rythme qu'on avait, franchement, c'est les conditions les plus difficiles ce qu'on leur a mis au moteur. Hein. Je pense qu'on peut pas faire pire que ça. En roulant de manière tout à fait normale, comme des gens normaux et civilisés, on va dire, je pense qu'on peut vraiment tomber en dessous de 5 litres sans problème. Alors juste par rapport à ses concurrentes, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur cette Ibiza? Qu'est-ce que tu choisirais, hein? On rappelle qu'on a essayé la Peugeot 208 et la Renault Clio 4. Sachant que alors, sur le plateau il y avait aussi une Corsa, il y avait une Nissan Micra, la nouvelle Micra qui est très différente, hein, qui a beaucoup changé. Citroën C3, la C3, alors la C3 que je trouve moi très originale en termes de style et même en termes d'ambiance intérieure. C'est sûr que si j'habite en Corse, franchement, c'est ça là. Hein. Moi c'est sans hésiter, c'est efficace. Le toucher de route est vraiment top. Y a rien à dire, c'est top, c'est vraiment très agréable, c'est assez confortable, c'est plus confortable qu'avant parce que je te rappelais que notamment sur les finitions FR, à une époque les Seat Ibiza c'était vraiment des bouts de bois, c'était très très dur en suspension, efficace mais très dur. Là je trouve qu'on a trouvé un bon compromis chez Seat, c'est vraiment sympa. Alors Nico, pour conclure, cette Seat Ibiza, tu achètes ou pas? Ouais, je l'achète parce qu'elle est hyper cohérente, finalement. Seat en donne quand même un peu plus que les autres globalement en termes d'équipement, au même tarif. Elle est hyper agréable en ville, elle est hyper agréable sur les routes. Je trouve que même si en termes de design elle m'offre pas tout ce que j'aime sur la C3 parce que je la trouve originale, cette nouvelle C3, voilà, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'on aime dans une bagnole, techniquement, à rouler c'est vraiment très agréable aussi. Non, moi j'achète direct. Bon, alors t'as été convaincu? Complètement. T'achètes direct? J'achète direct. En plus, je parle de la Corse. Alors, moi, je suis sorti du roadbook. Hein. On est sorti. Je l'ai fait faire une grosse balade. On a fait tout le Cap Corse avec cette voiture. On est parti de Bastia. On est monté sur Centuri, un endroit que je connais très très bien parce que. Il est encore malade. C'est pour ça qu'il est pas là. Oui, c'est vrai. Mais je l'ai quasiment rendu malade parce que je connais très bien ces routes. Et on est redescendu de l'autre côté donc sur Saint-Florent. On a fait à peu près 200 km en tout parce qu'on a fini quand même à Calvi. Donc en essayant toutes les voitures, mais aussi l'Ibiza. Et effectivement, l'important de la Corse, c'est d'avoir une voiture légère, agile, qui a un petit peu de pêche, mais on n'en avait pas tant que ça, on n'avait pas un gros moteur. C'est un petit 3 cylindres, 115 chevaux, comme franchement, vous le dites. Ça suffisait largement, j'étais bluffé par ce moteur. Et puis je trouve que, justement, en comparant, moi j'ai eu la 208 pendant pas mal de kilomètres, pour moi c'était une référence, la 208, avec quelque chose de parfait en termes de guidage, de toucher de route, de précision. Et ben là, on se rend compte que y a un petit gap, c'est peut-être une histoire, c'est peut-être générationnel, c'est un cycle de vie. La 208, elle a quelques années au compteur maintenant. Exactement, même s'il y a un stylage, la Clio a beaucoup progressé aussi, hein. Avant c'était un bout de bois, maintenant c'est vrai qu'ils ont amélioré la suspension. La 208, je trouve que elle a pris un petit peu de plomb dans l'aile par rapport à l'Ibiza, et je trouve que l'Ibiza, elle est au top par rapport à ça, par rapport au toucher de route, par rapport justement au rapport confort-efficacité. C'est bien, moi je trouve ça, c'est très plaisant sur ce type de route, et je pense qu'au quotidien, dans des grandes villes, ça doit très bien se passer aussi. Alors, on en arrive un petit peu à la question du jour. Quelle voiture pourrait être titrée voiture de l'année? Donc là, on en a deux à l'essai cette semaine, la Stinger et l'Ibiza. Je vous rappelle les autres finalistes on va dire de ce trophée dont le gagnant sera dévoilé donc au mois de mars au moment du Salon de Genève. Il y a le Dia 8, toute nouvelle, qui vient juste de sortir. La BMW série 5, Nico, on l'a essayé dans le garage il y a quelques mois.
le Volvo XC40 également, l'Alfa Stelvio SUV, la Citroën C3 Aircross, et donc cette Ibiza et cette Stinger. Alors, un petit tour d'horizon de ces voitures a commencé. Alors, moi je me souviens que la BMW X5, tu avais trouvé que c'était une bonne voiture. Série 5, excuse-moi, oui. Série 5. Pas X5, série 5, autant pour moi. Tu l'as trouvé bien, mais. Elle perdait un peu en sportivité et dans l'esprit BM. Alors, on n'est pas sur une 28 d'il y a 20 ans, évidemment, hein, ça, on se doute bien, enfin, même il y a 30 ans plutôt. Voilà, elle est très confortable. En fait, c'est la voiture plus, mais je dirais qu'il faut vraiment mettre des chevaux, il faut vraiment monter en puissance et du coup, en tarif, pour obtenir une BM telle qu'on les aime en mode vieux con, on va dire, hein, toujours pareil, hein, on est toujours dans le même délire, mais tu vois ce que je veux dire, on perd le côté, on perd le côté sportif qui fait la marque BM au départ. C'est ce que je lui avais reproché à l'époque. Mais elle est très très bien, évidemment. On est sur des tarifs à 70, 80, enfin voilà, on est très très haut. Hein. Alors figure-toi que comme Seat, mais Seat n'a jamais été sur le podium, mais comme Seat, BMW n'a jamais été titré voiture de l'année. Ils ont fait 6 podiums depuis que le titre existe, mais jamais titré, donc ça fait un point commun avec Seat. L'Audi A8, alors moi je l'ai passé, toi non plus. Non. Voiture hyper technologique, les essais ont lieu au moment où on parle. Oui. On en parlera peut-être dans une prochaine édition. On imagine que la voiture est parfaite, elle va avoir un gros défaut pour le titre. Oui, le problème c'est qu'on est à 100 000 euros, voilà. Enfin grosso modo, hein, mais 100 000, je suis gentil, c'est comme la série 7 ou la classe S chez Mercedes. Ça peut ne pas l'empêcher d'être sur le podium, parce que figure-toi qu'il y a déjà eu des Rolls-Royce sur le podium de la voiture de l'année. C'était même une fantôme, alors ça remonte aux années, je sais plus combien, 60, 400 000 euros prix de base, c'est bien. 60 et quelques. Quasiment tout seul. Mais non, mais c'est clair, après il faut aussi... Alors, je sais 66. Pas, je sais pas comment les... Ah ouais, donc là on n'était pas en euros. Ça, c'est la Renault 16 qui avait gagné. D'accord. Eh oui. Les plus anciens se souviennent. En fait, je pense qu'à un moment, il faut aussi être en face du marché, en face par rapport au marché. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est une chose, mais en France, on est même plus à 2000 voitures sur les limousines par an, je crois. On est en dessous de ça. Il y a un downsizing qui se fait sur le marché globalement. Le marché Audi A8 en France, il est pas inexistant, mais c'est quoi? Allez, si c'est 500 voitures par an, je crois qu'on est on est au top, quoi. Donc série 5, c'est pas non plus un marché de dingue. Je pense qu'on est plus sur les... Moi, je m'attache plus à des XC40, à des Ibiza, à des Stelvio. Alors Stelvio, c'est quand même le SUV qui va bien en ce moment aussi. Allez, le podium, je le vois plus la Ibiza et XC. Ouais. Allez. Le Stelvio pour le côté coup de cœur, le Stinger pour l'audace, l'Ibiza pour la rationalité. Michel aurait dit C3 Aircross, il est pas là. Et moi je dirais XC40 pour la sécurité, parce que Volvo ils sont quand même au top là-dedans, et en design ils sont forts, donc je sais pas, voilà, il y a plein de possibilités finalement. Ce sera le mot de la fin, l'avenir le dira. Il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à toi Nico. Michel, à la prochaine. Ouais, c'est sympa Michel, on t'a... Merci à Benjamin à la réalisation. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, n'oubliez pas les rediffs, le replay, et parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous. Salut Driss.